Alamut de Vladimir Bartol, des éditions Libretto. Rien n'est vrai, tout est permis. Principe supérieur des Ismaéliens. Omnia in numero et mensura. Chapitre 1. Au printemps de l'an 1092, une caravane assez importante s'étirait sur la vieille route de guerre qui part de Samarcande et Boukhara, traverse le nord du Khorassan et ensuite longe les monts d'Elbrouz. Elle avait quitté Boukhara à la fonte des neiges et cheminait à présent depuis plusieurs semaines. Les caravaniers brandissaient leurs fouets en poussant des cris rauques sur le bétail déjà fatigué. Les dromadaires, les mulets, les chameaux à deux bosses du Turkestan, en longue file les uns derrière les autres, portaient leurs charges résignées. L'escorte armée chevauchait sur de petits chevaux poilus et mi-découragés, mi-fébriles, regardait vers la longue chaîne de montagnes qui apparaissait à l'horizon. Les hommes étaient las de ce lent cheminement et attendaient impatiemment d'arriver au but. Ils se rapprochèrent du cône enneigé de Damavand jusqu'à ce qu'il fût caché par les contreforts qui flanquaient la route. L'air frais de la montagne soufflait, rafraîchissant pendant le jour bêtes et gens. Mais les nuits étaient glaciales et les hommes de troupe et les caravaniers se serraient en maugréant autour du feu. Une petite hutte semblable à une cage était fixée entre les deux bosses de l'un des chameaux. De temps à autre, une main relevait le rideau de la petite fenêtre et un visage timide de jeune fille paraissait. Ses grands yeux rougis de larmes regardaient les gens, l'air de chercher en eux une réponse à la question difficile qui l'avait tourmenté tout au long du chemin. Où l'emmenaient-ils et quelles étaient leurs intentions ? Personne ne se souciait d'elle. Seul le chef de la caravane, un homme sombre d'une 50aine d'années, portant une ample tunique arabe et un imposant turban blanc, lui lançait un coup d'œil agacé quand il l'apercevait. Alors, elle laissait vite retomber le rideau de la fenêtre et se blottissait à l'intérieur de la cage. Depuis qu'à Boukhara, on l'avait rachetée à son maître, elle vivait partagée entre une terreur mortelle et la curiosité fébrile du sort qui allait s'abattre sur elle. Un jour que le convoi avait chevauché un bon petit bout de chemin, un groupe de cavaliers déboula du versant qui était à sa droite et lui coupa le passage. Les animaux de tête s'arrêtèrent d'eux-mêmes. Les hommes de l'escorte tirèrent leurs lourds sabres et se disposèrent à attaquer. Un homme sur un petit cheval brun se détacha des assaillants et s'approcha suffisamment pour être entendu. Il cria un mot de passe et reçut une réponse du guide. Les deux hommes se rapprochèrent, se saluèrent aimablement et ensuite, un nouveau détachement assura la direction. La caravane prit un chemin entre les buissons et ne s'arrêta qu'au milieu de la nuit. Les hommes établirent enfin un campement dans une petite cuvette d'où l'on entendait le lointain grondement d'un torrent. Ils firent un feu, avalèrent quelque chose à la hâte, puis s'endormirent comme des masses. Dès l'aube, ils furent sur pied. Le chef de file avança vers la hutte que les caravaniers avaient détachée du chameau la nuit et posée sur le sol. Il souleva le rideau et cria d'une voix bourrue. « Halima !» Un visage timide apparut à la fenêtre. Ensuite, une porte étroite et basse s'ouvrit. Une main rude saisit la jeune fille par le poignet et la tira hors de la hutte. Halima tremblait de tout son corps. « Maintenant, c'en est fait de moi, » pensa-t-elle. Le commandant des étrangers qui s'était joint à la caravane le jour précédent tenait un bandeau noir. Le chef de la caravane lui fit signe et l'homme, sans dire un mot, plaça le foulard sur les yeux de la jeune fille et le lui noua solidement sur la nuque. Ensuite, il enfourcha son cheval, hissa la fille sur la selle et la couvrit de son large manteau. Il échangea quelques mots avec le chef de la caravane et lança son cheval au galop. Halima se roula en boule et se blottit contre le cavalier. Le bruissement du torrent se rapprochait. Ils s'arrêtèrent et le cavalier parla rapidement à quelqu'un. Ensuite, il éperonna de nouveau son cheval. Maintenant, il chevauchait plus lentement et plus prudemment, et Halima eut l'impression que le chemin était très étroit et qu'il longeait un ruisseau de montagne. Un vent froid soufflait de l'abîme. L'épouvante lui serra le cœur une nouvelle fois.
Ils s'arrêtèrent encore. Halima entendit des cris et des cliquetis, et quand ils repartirent au galop, un bruit sourd retentit sous les sabots du cheval. Ils franchissaient un pont au-dessus d'un torrent. Ce qui se passa ensuite ressemblait à un rêve abominable. Elle entendit de grands cris, comme si toute une armée se disputait. Le cavalier mit pied à terre, tenant Halima toujours couverte de son manteau. Ils marchèrent ensemble, tantôt à plat, tantôt en montant quelques marches, jusqu'au moment où il sembla à la jeune fille qu'il faisait sombre autour d'elle. Soudain, l'homme lui retira son manteau, et elle sentit que d'autres mains la saisissèrent. Elle fut pénétrée d'une frayeur mortelle. L'homme, qui l'avait prise au cavalier, réprima un rire. Il l'emmena rapidement dans un couloir. Un froid bizarre l'étreignit, comme si elle arrivait dans une cave. Elle essayait de ne penser à rien, en vain. Il lui semblait que sa dernière heure approchait. L'homme qui la tenait dans ses bras tâta le mur d'une main. Il trouva un objet qu'il brandit vigoureusement. Un coup retentit bruyamment sur un gong. Halima cria et tenta de s'arracher des bras de l'homme. Celui-ci rit et lui dit presque gentiment : « Ne hurle pas, petit babouin. Personne ne va t'écorcher. » Un fer grinça et Halima vit à travers le bandeau qu'il faisait maintenant plus clair. « Ils vont me jeter en prison, pensa-t-elle. Une masse d'eau se mit à gronder sous elle. Elle retint son souffle. Elle entendit, en trépignement de pieds nus, quelqu'un s'avança et l'homme qui la tenait la remit au nouveau venu. « Prends-la, a dit. » Les bras qui l'accueillirent étaient forts comme des pattes de lion et tout à fait nus. Sa poitrine aussi devait être nue. Elle le sentit quand il la souleva. Ce devait être un géant. Halima se résigna à son sort. Elle suivait ce qui lui arrivait, impuissante. L'homme traversa en courant un petit pont flexible qui se balança désagréablement sur leur poids. Ensuite, le sol craqua, comme s'il était parsemé de petites pierres. Elle sentit l'agréable chaleur des rayons du soleil dont la clarté traversait son bandeau. Soudain, elle respira une odeur de feuilles fraîches et de fleurs. L'homme bondit avec la fille dans une barque qui se mit à balancer. Halima poussa un cri et se cramponna nerveusement au géant. Il éclata d'un grand rire, presque enfantin. « N'aie pas peur, charmante gazelle, » lui dit-il cordialement. « Je t'emmène de l'autre côté et ensuite nous serons arrivés. Assieds-toi ici. » Il la plaça sur un siège confortable et se mit à ramer. Elle crut entendre au loin un rire joyeux de jeune fille, et prêta l'oreille. Non, elle ne se trompait pas. Elle distingua des voix isolées et se sentit soulagée d'un grand poids. Il ne pouvait rien lui arriver de mal là où les gens semblaient si gais. La barque accosta à la rive. L'homme prit la jeune fille dans ses bras et marcha sur la terre ferme. Il la porta quelques pas plus haut, puis la remit sur ses pieds. Une clameur joyeuse les accueillit et Halima entendit le piétinement de nombreuses sandales qui s'approchaient. Le géant s'écria gaiement. « La voilà !» Ensuite, il repartit vers la barque et s'éloigna en ramant. Une des filles s'avança vers Halima pour lui ôter son bandeau. Pendant ce temps-là, les autres discutaient. « Comme elle est menue, dit la première. » Une autre ajouta. « Et comme elle est jeune, c'est une enfant. »« Regardez comme elle est maigre, » remarqua une troisième. « C'est sans doute le chemin qui l'a épuisée. »« Elle est grande et mince, comme un cyprès. » Le bandeau glissa des yeux de Halima. Elle fut stupéfaite. Des jardins s'étalaient autour d'elle, dans la première floraison du printemps. Les filles qui l'encerclaient étaient belles, comme des houris. La plus jolie d'entre toutes était celle qui lui avait ôté son bandeau. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix timide. Les filles éclatèrent de rire, comme si sa timidité les amusait. Le sang lui monta aux joues, mais la beauté qui l'avait libérée du bandeau la prit affectueusement par la taille et lui dit « N'aie pas peur, ma chère enfant. Tu es chez de braves gens. » Sa voix était chaude et protectrice. Halima se serra contre elle et une pensée folle lui passa par la tête. « Peut-être suis-je arrivée chez un roi, se dit-elle. » Elles l'emmenèrent sur un sentier jonché de petits cailloux blancs.
À gauche et à droite se trouvaient des parterres régulièrement disposés où fleurissaient des tulipes et des jacinthes, de tailles et de couleurs les plus diverses. Certaines tulipes étaient d'un jaune ardent, d'autres rouge vif ou violettes, les troisièmes encore multicolores et zébrées. Les jacinthes étaient blanches et rose pâle, bleu clair ou foncé, lilas et jaune d'or. Quelques-unes délicates et translucides comme du verre. Des violettes et des primes verts poussaient sur les bords. Ailleurs, des iris et des narcisses faisaient de nouveaux bourgeons. Ça et là, un somptueux lit blanc ouvrait ses premières fleurs. Un parfum capiteux saturait l'atmosphère. Halima était surprise. Elles longèrent des roseraies. Les buissons étaient soigneusement taillés et l'on voyait sur les brindilles de gros boutons d'où des fleurs rouges, blanches et jaunes jaillissaient et là. Plus loin, un chemin les conduisit à travers un bouquet de grenadiers parsemé de cloches rouges. Ensuite, se succédaient des citronniers et des pêchers. Elles arrivèrent dans des vergers où fleurissaient des amandiers et des cognaciers, des pommiers et des poiriers. La nouvelle arrivée écarquillait les yeux. « Comment t'appelles-tu, petite ?» lui demanda une des filles. « Halima » murmura-t-elle, imperceptiblement. Elles rirent tant qu'elles en eurent les larmes aux yeux. « Ne riez pas, affreuse guenon !» lécha Prithra, sa protectrice. « Laissez cette petite en paix, qu'elle reprenne ses esprits. Elle est fatiguée, toute dépaysée. » Elle s'adressa ensuite à Halima. « Il ne faut pas leur en vouloir de leur exubérance. Elles sont jeunes et joyeuses, et quand tu les connaîtras mieux, tu verras qu'elles ne sont pas méchantes. Elles t'aimeront même bien. » Elles arrivèrent dans un bosquet de cyprès. Halima aperçut des clapotis d'eau qui semblaient poindre de tous les côtés, tandis qu'au loin, on entendait le grondement sourd du torrent qui dégringolait en cascade. L'air miroitait à travers les arbres. Halima regardait avec curiosité. Bientôt, elle distingua un château qui luisait dans les rayons du soleil au milieu d'une vaste clairière et devant lesquelles se trouvait un vivier rond d'où jaillissait une fontaine. Quand elles s'arrêtèrent, Halima regarda autour d'elle. De hautes montagnes les encerclaient de tous les côtés. Le soleil tapait sur les pentes rocheuses et éclairait les crêtes neigeuses. Elle regarda dans la direction de leur point de départ. Un rocher aussi haut qu'une montagne semblait avoir été volontairement roulé au bout de la vallée où se trouvaient les jardins, entre deux escarpements qui formaient un ravin. Sur ce roc resplendissait une forteresse colossale, éclairée par les rayons du soleil. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle craintivement en montrant les murailles surplombées de hautes tours à chaque extrémité. Sa protectrice lui répondit. « Tu auras tout le temps de poser des questions plus tard. Tu es fatigué et nous allons d'abord te donner un bain, te rassasier et te laisser te reposer. » Halima se débarrassa peu à peu de sa peur et se mit à observer avec curiosité ses accompagnatrices. Il lui semblait qu'elles étaient toutes plus charmantes et mieux mises les unes que les autres. La soie de leurs larges pantalons bruissait quand elles marchaient. Presque toutes avaient leur propre couleur, celle qui leur allait le mieux. Sous leurs corselets ajustés, somptueusement brodés et décorés de pierres précieuses, elles portaient des chemises claires ou de teintes vives, faites de la soie la plus fine. Leurs poignets étaient ornés de riches bracelets et leurs cous de colliers de perles ou de corail. Certaines marchaient tête nue, d'autres avaient un foulard noué autour de la tête et un petit turban. Leurs sandales étaient habilement taillées dans du cuir de couleur. Halima regarda son étoi pitoyable et elle eut honte. Peut-être est-ce à cause de ça qu'elles ont ri de moi, pensa-t-elle. Elles s'approchèrent du château. Il était rond et on y accédait par les escaliers en pierre blanche qui l'encerclaient. Comme dans les sanctuaires antiques, le toit était supporté par de nombreuses colonnes. Une femme d'un certain âge en sortit. C'était une grande perche maigre, au maintien guindé et orgueilleux. Sa peau était mate et ses joues très creuses. Il y avait quelque chose de fébrile dans ses grands yeux sombres, et ses lèvres minces et serrées donnaient une impression de sévérité et de dureté. Derrière elle accourut un chat jaunâtre, extraordinairement grand, et dont les pattes étaient inhabituellement hautes. Il regarda Halima et s'ébroua avec hostilité. La jeune fille poussa un cri de frayeur et se serra contre sa protectrice.
celle-ci tenta de l'apaiser. « N'aie pas peur de notre Ahriman, c'est un vrai guépard, mais il est doux comme un agneau et ne fait de mal à personne. Quand il sera habitué à toi, vous deviendrez bons amis. » Elle appela l'animal et le saisit fermement par le collier. Elle lui parla jusqu'à ce qu'il cessât de grogner et de montrer les dents. Ensuite, elle dit à Halima, « Tu vois, il est déjà plus doux. Quand tu te seras changé, il sera tout à fait docile. Maintenant, caresse-le bien pour qu'il s'habitue à toi. Mais ne crains rien, je le tiens bien. » Halima surmonta sa première peur. Elle se pencha un peu vers l'avant, appuyant sa main gauche sur son genou, et, de la main droite, caressa très légèrement le guépard. L'animal fit le gros dos, comme un vrai chat, et grogna gentiment. Halima recula vivement en riant avec les filles. « Qui est cette guenon timide, Myriam ?» demanda la vieille femme à sa protectrice en perçant du regard la nouvelle venue. « C'est Hadi qui me l'a emmenée à Pama. Elle est encore bien craintive, et elle s'appelle Halima. » La vieille femme avança vers elle, l'examina de la tête aux pieds et la palpa comme un acheteur palpe un cheval. Espérant qu'elle sera bonne à quelque chose. Mais il faudra l'engraisser, elle est maigre comme un clou. Ensuite, elle ajouta avec une irritation notable. « Et c'est cet animal de nègre châtré qui te l'a livré, tu dis ? Donc il l'a tenu dans ses bras ? Oh, cette abomination dénaturée ! Comment Seydouna peut-il avoir confiance en lui ? » « Hadi n'a fait qu'accomplir son devoir à Pama, » répondit Myriam. « Maintenant, allons nous occuper de cet enfant. » Elle prit Halima par le bras tout en tenant le collier du guépard de l'autre main. Elle les entraîna dans l'escalier du bâtiment. Les jeunes filles les suivirent. Elles arrivèrent dans un grand couloir qui faisait le tour du bâtiment. Les murs étaient en marbre poli, dans lequel les objets se réfléchissaient comme dans un miroir. Un tapis somptueux étouffait leurs pas. Myriam libéra le guépard à l'une des nombreuses entrées. Il partit en bondissant, comme un chien sur ses hautes pattes. Sa charmante tête de chat regarda avec curiosité du côté de Halima, à présent soulagée. Elles tournèrent dans un couloir et pénétrèrent dans une salle ronde, haute et voûtée. Halima poussa un cri de surprise. Même en rêve, elle n'aurait pas imaginé tant de beauté. La lumière traversait le toit de verre fait de carreaux vifs et chatoyants. Des rayons violets, bleus, verts, jaunes, rouges et pâles tombaient dans un bassin rond où clapotait doucement une eau troublée par un invisible courant. Les couleurs bariolées jouaient à sa surface, se répandaient sur le sol et s'attardaient sur les couchettes disposées le long du mur, entourées et couvertes de coussins délicatement brodés. Halima s'arrêta à l'entrée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Myriam la regarda en souriant silencieusement. Elle se pencha au-dessus du bassin et plongea la main dans l'eau. « Elle est juste chaude, dit-elle. » Elle ordonna aux filles, qui arrivèrent derrière elle, de préparer tout ce qu'il fallait pour le bain. Ensuite, elle déshabilla sa protégée. Halima avait honte devant les filles. Elle se cacha derrière Myriam et baissa les yeux. Les filles l'examinaient avec curiosité en riant sous cape. Myriam les chassa. « Dehors, monstre !» Elles obéirent immédiatement et sortirent. Pour ne pas mouiller les cheveux de Halima, Myriam en fit un chignon. Ensuite, elle l'immergea dans le bassin. Elle la frotta et la lava, la sortit de l'eau et l'essuya vigoureusement avec une serviette moelleuse. Après lui avoir apporté une chemise de soie et ordonné d'enfiler le large pantalon que les filles avaient préparé, elle lui donna un corselet, beau mais trop large, et une veste de couleur qui lui tombait jusqu'aux genoux. « Pour aujourd'hui, tu devras te contenter de mes vêtements, dit-elle. Mais nous en commanderons rapidement, de nouveau à ta taille, et tu verras que tu seras satisfaite. » Elle la fit asseoir sur le lit et plaça sous elle un tas de coussins. « Repose-toi un peu, moi je veux regarder ce que les filles ont préparé pour te régaler, dit-elle. » Elle lui caressa la joue de sa douce main rose. À cet instant, elles sentirent toutes deux naître une affection mutuelle. Halima embrassa brusquement, instinctivement les doigts délicats de sa protectrice. Myriam lui jeta un regard qui se voulait rude, mais Halima sentit qu'elle ne lui en voulait pas. Elle lui adressa un sourire radieux.
À peine Myriam fut-elle sortie que la fatigue eut raison d'elle. Elle ferma les yeux, mais tenta de résister au sommeil. Ensuite elle se dit « Je la reverrai tout à l'heure », et elle s'endormit profondément. Quand elle se réveilla, elle ne sut d'abord ni où elle était, ni ce que lui arrivait. Elle retira la couverture que les jeunes filles avaient posée sur elle pendant son sommeil, afin qu'elle n'eût pas froid, et elle s'assit au bord du lit. Elle se frotta les yeux, puis scruta les visages agréables des jeunes filles illuminés par des lumières de couleur. Il était déjà tard dans l'après-midi. Myriam s'agenouilla près d'elle, sur un coussin, et lui offrit une jatte de lait froid. Halima la saisit et la vida goulûment. D'une cruche colorée, Myriam lui reversa du lait qu'une nouvelle fois elle but d'un trait. Une fille à la peau sombre s'approcha d'elle et lui offrit sur un plateau doré les friandises les plus diverses, faites de céréales, de miel et de fruits. Halima avala tout ce qu'elle voyait devant elle. « Comme elle a faim, la pauvre !» dit une des filles. Une autre remarqua. « Et comme elle est pâle !»« Mettons-lui du rouge sur ses lèvres et les joues, » proposa une magnifique blonde. Myriam refusa. « Cet enfant doit d'abord manger. » Elle se tourna vers la fille noire qui tenait le plateau doré et lui ordonna. « Épluche-lui une banane ou une orange, Sarah. » Ensuite, elle demanda à Halima. « Quel fruit préfères-tu, cher enfant ?»« Je n'en connais aucun. Je goûterai volontairement les deux. » Les filles éclatèrent de rire. Halima sourit aussi quand Sarah lui offrit des bananes et des oranges. Elle finit par se détendre devant tant de bonnes choses. Elle se lécha les doigts et dit « Je n'ai jamais rien vécu d'aussi agréable. » Les filles s'esclaffèrent gaiement. Même Myriam arrondit les lèvres et caressa la joue de Halima qui sentit de nouveau son sang battre dans ses veines. Ses yeux étincelèrent. Elle fut gagnée par la bonne humeur et se mit à converser en confiance.